Très heureux de recevoir Jay Dionne. Jay, vous la connaissez un peu. On a inauguré avec elle, il y a 2 semaines, une chronique sur la prostitution et l'exploitation sexuelle. C'est des sujets qu'elle connaît de première main, Jay, parce que elle a elle-même vécu une plongée terrible dans l'exploitation sexuelle il y a quelques années. C'est une expérience qui ne l'a pas laissée sans cicatrices, évidemment, des cicatrices de l'âme, mais dont elle s'est tirée, notamment en allant chercher de l'aide. Il y a des organismes ici à Québec qui viennent en aide à des gens qui vivent des situations comme celle-là. On va aborder le sujet aujourd'hui si on a le temps. Mais Jay, la dernière fois qu'on s'est parlé, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 semaines, tu avais arrêté ton histoire à un moment très important de ta vie. Tu avais commencé à consommer des drogues dures. T'étais beaucoup dedans. Tu avais commencé du crack, là, carrément. Je pense que c'est un client qui t'avait entraîné là-dedans. Tu faisais des cauchemars. Tu t'arrêtais de respirer dans ton sommeil. Oui. T'étais au plus bas à ce moment-là. Raconte-nous un peu la suite, là. En fait, c'est ça. J'étais vraiment rendu très bas. J'ai rencontré de fil en aiguille, tu sais, quand on baigne un peu dans ce milieu-là, on rencontre tout le temps plein de personnes. Parfois, c'est des bonnes influences dans le sens qu'ils veulent t'aider à t'en sortir, comme les organismes communautaires que tu as parlé, là, notamment le projet d'intervention Prostitution Québec, donc le PPQ. Il y a eu la Maison de Marthe, qui est un organisme pour sortir les personnes en sortie pour aider les personnes à sortir de la prostitution, dans le fond. Puis il y a eu la Maison Mère-Frédéric, qui est un organisme plus de transition sociale, un peu, là. Puis il y a d'autres personnes qui sont plus des mauvaises influences, qui vont plus essayer de te tirer vers le bas un peu. Puis, j'ai rencontré une personne qui a été très, très nocive pour moi à ce moment-là. Puis, j'ai été 2 ans à vraiment fréquenter cette personne-là, puis ça m'a vraiment mis plus bas qu'en bas. Moi, c'était la descente aux enfers, carrément. Puis, pendant cette descente aux enfers-là, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui m'ont mis comme la puce à l'oreille, que c'était pas normal ce que je vivais, que, tu sais, j'étais vraiment rendu l'ombre de moi-même, là. Je retournais chez nous parce que j'ai réussi à travailler pendant cette année-là. Je travaillais pas des 40 heures semaine dans une job legit, dans une job légale, mais j'arrivais à faire quelques heures semaine, puis tout ça. Puis un vrai métier. Un vrai métier, oui. Puis mes collègues, ils étaient pas au courant de tout ce qui se passait à la maison, mais ils me disaient, tu sais, me semble, Jay, ça va pas, puis t'as-tu l'aide que t'as besoin? Ils ont quand même tendu des perches. Puis pour ça, je suis éternellement reconnaissante. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser non plus l'impact que nous, on peut avoir quand on voit quelqu'un dans une situation difficile, de juste dire « Hey, t'es-tu correct? » Juste ça, tendre la main comme ça peut faire beaucoup de bien. Hein. Ben oui, absolument. Tu sais, juste de dire, ben, je suis... On sait pas toute l'ampleur de la situation, mais au moins, je suis vu, je suis entendu, puis j'ai de la valeur, dans le fond. Ouais. Donc ça a été quelque chose de très important pour moi. Puis, comme je disais, ben, c'est ça. Je suis allée au projet d'intervention Prostitution Québec, qui est plus un organisme qui va travailler comme vraiment où est-ce que tu es rendu. Si tu fais du travail du sexe, ils vont t'accepter, ils vont te prendre sur leurs ailes, puis il va y avoir des services de dépistage, puis ça. Comment s'est fait le déclic dans ta tête? Quand est-ce que tu t'es dit, là, je peux plus continuer comme ça, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide? Est-ce que c'est un événement déclencheur ou c'est une accumulation? En fait, j'ai failli faire une overdose. C'était l'été, puis j'ai consommé comme une grosse consommation, puis je me suis senti partir. Puis là, je fais, oh non. Puis moi, cet été-là, j'avais ramassé beaucoup de mes amis qui faisaient des overdoses. Puis on pouvait pas appeler les secours parce qu'on consommait des drogues illégales, parce que souvent, il y avait des dealers dans place ou des choses comme ça. Fait que moi, j'étais comme la préposée aux mini-overdoses, là. Tu sais, quand la personne faisait des convulsions, des choses comme ça, moi, je m'en occupais. T'en occuper, ça voulait dire quoi? Leur donner du Naxalone? Non, c'était pas du Naxalone, c'était juste d'attendre que ça passe. Okay. C'est une position latérale de sécurité, mettre un espace sécuritaire. C'est dans sa bouche, là, puis s'étouffe. Ouais, ou tu sais, quand il y avait des personnes qui prenaient du GHB, fait que c'était comme, il y avait des risques d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, il fallait que je secoue la fille à chaque fois qu'elle arrêtait de respirer pour pas qu'elle meure dans son sommeil, dans son buzz, là. Fait que ça prend une infirmière, quasiment, quand des gens consomment ensemble, comme ça. Personne qui fait le guet, en quelque sorte. Oui, ça prend quelqu'un parce que c'est très dangereux. Puis, tu sais, les personnes qui sont autour, on est tous en état de consommation aussi. Fait que, tu sais, les soins ou l'attention qu'on peut porter à l'autre, c'est excessivement demandant, puis t'es pas formé pour faire ça non plus. Tu sais, moi, j'avais un cours de secourisme, heureusement. Fait que, tu sais, je connaissais déjà des bases, puis j'avais quelques outils, mais quelqu'un qui est pas habitué, t'es pas dans ton état normal, puis là, tu te ramasses à avoir ton ami à côté de toi qui se met en overdose à shaker, puis tout, c'est pas doux, là. Non, ouais. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, je me sens, moi, partir. Donc, j'ai réussi à me calmer, j'ai pris de l'eau, il y a des gens autour de moi qui m'ont mis des serviettes froides dans le visage, tout ça, puis j'ai été capable de comme
probablement que la consommation n'était pas assez grande, sinon j'aurais pas été capable de me ramener. Mais ça m'a fait excessivement peur. Donc, j'ai décidé d'aller consulter à l'Enfant Jésus à Québec. Puis je leur ai dit, écoute, moi, j'ai une maladie bipolaire, ça fait plusieurs jours que, je file pas, tout ça, puis en plus, je consomme, je pense que j'ai besoin d'aide. Ils m'ont ressorti la journée même, puis ils m'ont dit, madame, vous êtes plus toxicomane que bipolaire, allez en désintox. Ouais. Mais ils m'ont pas fait dessus au CRDQ, ils m'ont pas fait, rien. Fait qu'à ce moment-là, j'ai appelé mon père, puis ma relation avec était pas nécessairement super bonne à ce moment-là, mais je l'ai appelé, puis j'étais comme, OK, check, papa, j'ai besoin d'aide, genre, je veux pas retourner là-bas. Puis, je veux pas retourner là-bas, vous voulez dire, à mon appartement. Ouais. À mon appartement où est-ce que Parce j'avais... que c'était un lieu toxique, là. Ah oui, c'était vraiment rendu un crack house, là. C'était vraiment... carrément, ouais. C'était dégueulasse, là. Ah ouais. Fait que, j'ai dit, je veux pas retourner là parce que je savais que si je retournais, j'allais finir par mourir de consommation, là. Ouais. C'était vraiment pas ça que je voulais pour moi. Ouais. Mais comme cette danse avec la mort, si on veut, là, ça m'a vraiment fait décliquer. Puis, j'étais allée dormir chez mon père une journée. Le lendemain, je suis allée à la maison Marie-Frédéric sur l'Angelier. Puis, j'ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide. Voici ma situation. Tout ça. La maison Marie-Frédéric? Oui. Qui s'occupe donc notamment de personnes qui sont en contexte de prostitution, c'est ça? Pas nécessairement. C'est vraiment pour les 18 à 35 ans. C'est un lieu pour les personnes qui se font mettre dehors de leur maison, comme les jeunes adultes, tout ça. Des personnes qui sortent de l'hôpital psychiatrique ou de l'hôpital régulier. T'sais, c'est vraiment comme les personnes qui sont entre... 2 appartements, là. OK, parfait. De 18 à 35 ans. Oui, c'est ça. Puis il y a des tâches, il y a un cuisinier, c'est vraiment bien structuré. Il y a de l'hébergement? C'est de l'hébergement. C'est de l'hébergement. Oui, c'est de l'hébergement. Puis ensuite, ils ont des appartements supervisés. Donc, si tu te dis, ben j'aurais besoin d'encore un petit suivi pour aller dans un appartement pour être plus autonome, eux, ils offrent ce service-là. D'accord. Donc, je suis allée là-bas. Puis j'ai été quelques mois là-bas. Puis ensuite, je suis allée dans un appartement supervisé avec la maison Marie-Frédéric. Donc, j'avais mon appartement, mais le bail n'était pas à mon nom. Vous pouvez rester combien de temps dans un appartement supervisé comme ça? Tu peux rester 1 an, 2 ans, puis ensuite, tu peux reprendre le bail. C'est parfait pour se retourner, en quelque sorte. Mais oui, absolument. Ouais. Puis, tu avais des rencontres avec un intervenant toutes les semaines. S'il arrive de quoi, tu peux dire, hey, j'ai de la misère avec tel aspect de ma vie, j'ai des cravings, j'ai des envies de consommer ou des choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à la maison, Jay, vous arrêtez de consommer aussi, c'est ça? Oui, j'ai eu des rechutes, mais j'ai vraiment comme arrêté de sortir de la consommation régulière plus. Ouais. Ça a-tu été difficile, ça? Il y a un sevrage, j'imagine? C'est très difficile. Je pense que le pire, c'est... parce que dans le fond, la consommation que je faisais, le crack, c'est pas nécessairement une drogue qui est... C'est plus psychologique qu'addictif physiquement. Tu sais, admettons l'alcool, on va prendre des pilules pour se sevrer de l'alcool ou des choses comme ça. Il n'y avait pas nécessairement des gros médicaments à prendre pour se sevrer de la cocaïne qu'on fume. C'était vraiment plus au niveau psychologique, les crises d'anxiété, les crises d'angoisse, les cauchemars. Beaucoup de personnes que j'ai connues qui ont arrêté de consommer du crack qui ont fait des cauchemars vraiment envahissants, là. Tu sais, ça peut être des sueurs froides, puis maintenant, avec toute la consommation comme croisée, tu sais, le fentanyl qu'on retrouve dans la cocaïne, dans les amphétamines, c'était plus comme ça qui faisait un sevrage physique. Ouais. OK. Fait que là, vous traversez cette épreuve-là quand même du sevrage, là. Oui. Puis vous êtes en hébergement à la maison. Ensuite, vous accédez à un appartement supervisé. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, j'ai comme rechuté dans la prostitution parce qu'il fallait que je paye mon loyer, des responsabilités, puis tout ça. Puis j'étais en arrêt maladie en même temps, mais j'avais excessivement de dettes et ça m'a pris un moment avant d'aller chercher une proposition consommateur, tu sais, pour comme me donner un peu d'espace pour respirer financièrement, là. Puis finalement, j'avais rencontré une intervenante à la Maison Marthe. La Maison de Marthe, c'est vraiment un organisme à Québec c'est un hébergement, mais c'est aussi du soutien pour les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution ou qui sont pas rendues nécessairement à sortir encore, mais sont plus dans la contemplation un peu. Tu sais, ben, j'aimerais peut-être ça sortir, mais je suis pas prête encore, puis tout ça. Puis à ce moment-là, l'hébergement n'existait pas encore. C'était avant 2022. Donc, mon intervenante m'a dit, tu sais, Jay, t'offres encore un peu, l'hébergement ouvre, ça va être gratuit, t'auras pas de loyer à payer, tu vas pouvoir vraiment comme reprendre un bon beat, là. Fait que j'ai attendu, puis j'ai été la 2e personne à rentrer à l'hébergement de la Maison Marthe. Puis je suis restée là-bas un gros 8 mois. Puis c'était vraiment merveilleux, là. Tu sais, on avait vraiment des ateliers spécifiques à la prostitution, tu sais, comment se réapproprier notre corps, comment reprendre confiance en soi, des ateliers de danse, des ateliers de yoga, de l'art-thérapie. On avait vraiment une panoplie d'ateliers vraiment, vraiment hot, là. Ouais. Vous êtes resté là 8 mois quand même? Oui, quand même. Pendant ce temps-là, vous êtes toujours en congé maladie au travail? Ou? Non, j'ai repris le travail.
On and off, là, j'ai eu des périodes que j'étais en arrêt maladie parce que justement, c'était beaucoup de changements dans ma vie. Là. Mais j'ai été capable de quand même travailler un 15-25 heures semaine. Puis ensuite, j'ai essayé du temps plein, mais ça fonctionnait pas vraiment pour moi, le temps plein. Donc, fait que vous pouvez être en hébergement à la Maison Marthe, par exemple, puis travailler aussi un peu. Oui. C'était faisable. Puis j'ai essayé de... Les intervenantes étaient vraiment compréhensives parce qu'il y avait des ateliers le matin puis l'après-midi. Mais moi, si j'allais travailler, ben, ils me disaient, t'as juste à reprendre, mettons, les notes de l'atelier le soir ou l'après-midi, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après la Maison Marthe? Après la Maison Marthe, en fait, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'est passé à la Maison Marthe. Parce qu'il y avait comme 6 autres chambres à la maison. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient en sortie de pression aussi. Donc, des amitiés se sont créées aussi. Là. Puis, il y a une phrase que j'ai entendue quand j'étais dans la pression. Puis, c'était ma mère qui me disait, tu sais, ton corps, c'est comme un temple. Puis là, tu laisses n'importe qui comme rentrer, puis le salir, puis le détruire. Puis, ça m'avait vraiment fait de la peine parce que j'étais comme, mon Dieu, tu sais, comment tu fais pour rebâtir un temple? C'est tellement huge, tu sais, c'est tellement grand comme métaphore que je pourrais jamais réussir ça. Puis quand j'étais à la Maison Marthe, j'ai vu une citation passée de Bo Taplin qui disait « Ton corps, c'est pas un temple. Ton corps, c'est une forêt. Parce que peu importe à quel point il est ravagé, il va renaître, il va regrandir. » Puis là, j'étais comme « OK, c'est ça que je veux pour mon corps. Ouais. » Puis quand j'étais hébergée à la Maison Marthe, j'ai écrit cette citation-là au mur avec comme un dessin et puis tout ça. Puis de là est venue l'idée de faire une exposition avec des témoignages. On vous avait reçu l'année dernière pour parler de ça. Une exposition que vous organisiez, qui mettait en scène des œuvres des personnes en sortie de prostitution. En sortie de prostitution. Vous l'aviez présenté au Centre Pêche, je pense. Au Centre Jacques-Cartier. Au CJC. Puis je l'ai représenté en novembre l'année passée au Théâtre Périscope. Oui. Puis c'était ça s'appelle comment, rappelez-nous? C'est Force de vivre. Force de vivre. Oui. C'était vraiment intéressant parce que j'ai eu beaucoup de feedback de personnes qui étaient encore dans la prostitution, des personnes qui étaient en sortie de prostitution, puis des personnes qui étaient... vraiment, j'ai eu autant des personnes qui étaient à l'aise comme travailleuses du sexe, autant des personnes qui étaient comme, c'est horrible, je ne veux jamais retourner là. Puis, j'ai vraiment été chercher beaucoup de couches, de perspectives aussi sur la prostitution différente, ouais. Oui, donc ça a fait vraiment une exposition qui était riche en témoignages. Puis, tu sais, c'était intéressant aussi de voir que chaque personne, parce que souvent dans la prostitution, les organismes vont dire, ben c'est difficile de rallier les gens, tu sais, en sortie, puis tout ça, sont pas très assidus, ou tu sais, c'est difficile d'aller chercher la participation et tout ça. Puis moi, j'ai essayé de vraiment prendre les personnes où est-ce qu'elles étaient. Donc, si tu avais comme un 10 minutes, puis tu voulais faire un témoignage de comme 5 minutes, puis je l'écrivais. Puis si tu n'avais pas l'énergie pour l'écrire, envoie-moi un vocal, je vais te l'écrire, tu sais. Fait que j'ai vraiment essayé de faire ça de cette manière-là. Puis finalement, là, j'ai fait des présentations sur Force de vivre, puis ça va peut-être voyager à l'extérieur de la ville de Québec. Donc, je suis vraiment comme contente. Oui, parce qu'elle n'a pas fini de vivre cette exposition-là. Non, c'est ça. Ouais. J'aimerais ça que ça puisse voyager, puis qu'on puisse rallier encore plus de témoignages pour que ça ait plus d'impact. Puis, tu sais, on est allé chercher des statistiques, des recherches aussi qui ont été faites pour les relier vraiment aux témoignages, pour pas que ça soit juste, mais pas juste la parole des survivantes, mais qu'on voit que il y a vraiment un backbone derrière ça. Là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Là, vous en êtes à la Maison de Marthe. Vous passez 8 mois là-bas. Il y a un tournant quasiment artistique là, dans votre vie. Puis on va repartir de là à notre prochaine rencontre dans 2 semaines. Jay, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est toujours agréable. À l'occasion des célébrations de son 25e anniversaire,